Pourquoi les règles? Les règles, c'est douloureux. Pour les femmes, c'est très très important. Je sais dans les grandes lignes, mais ouais, non, Pour moi, c'est un lointain souvenir. C'est un truc qu'on attrape à 12-13 ans. C'est ce qu'on appelle aussi les menstruations. Pour moi, les règles, c'est un inconvénient qui arrive tous les mois. C'est du sang qui s'écoule. De l'utérus vers l'extérieur. C'est contraignant, surtout l'été à la plage. C'est un peu un tabou, c'est un peu un truc un peu caché, un peu... c'est pas très classe et j'ai l'impression que dans notre société, ce qui n'est pas très classe, personne n'a envie d'en parler. Personne, pas si sûr. Car aujourd'hui, l'heure est venue de parler sans honte de ce qui se passe réellement tous les mois dans nos têtes et dans nos culottes. Règles, ragnagna, trucs. Quel que soit le nom qu'on leur donne, les règles sont une réalité qui s'impose à toutes les femmes. En moyenne, les Anglais débarquent 450 fois dans nos vies. Ce qui représente 2250 jours, soit plus de 6 ans, et on n'y peut rien. Alors pourquoi les cacher ? Autrefois, quand on osait parler des règles, ça donnait ça. C'est étonnant, je me suis sentie vraiment protégée. Et ceci avec la serviette la plus fine que j'ai jamais vue. Mais après des décennies de sang bleu, en septembre dernier, coup de tonnerre, pour la première fois sur nos écrans, les règles voient rouge. Malgré la polémique, la révolution est en marche, une révolution sanglante et pacifique pour briser enfin le tabou des règles. Cette révolution, nous allons vous la raconter à travers les hommes et les femmes qui la portent. Si on fait que du choc, après les gens se protègent et regardent plus ce qu'on fait. Et si on fait que du doux, justement, ils ne le voient pas. Pour Selma et ses amis, ça va saigner. Ces jeunes militantes sont prêtes à choquer les passants pour faire passer leur message. Pierre Hugues, préparateur physique d'une équipe féminine de foot, veut optimiser les performances des joueuses en fonction de leur cycle menstruel. Camille est influenceuse. Suivie par 500 000 abonnés, elle met sa notoriété au service de la cause. Elle a lancé le Red Friday. En fait, elles sont déjà pleines. Et il n'y a même pas tous les trucs dedans, en fait. C'est ça qui est ouf. Et vous allez voir que c'est aussi la révolution côté protection. Le célèbre duo serviette-tampon a du souci à se faire. De nouvelles alternatives, plus saines et plus écolo, arrivent dans nos rayons, comme la culotte menstruelle. C'est l'équivalent en absorption de 4 tampons. Okay. D'autres voudraient même qu'on soit capable de se passer complètement de protection. Il faut contracter le périnée pour empêcher juste le sang de couler. Alors, jusqu'où ira la vague rouge ? Nous sommes à Paris, au théâtre Le République. Laurie Perret, humoriste, y joue tous les soirs son premier one-woman show. Spectacle alimentaire en attendant la pension, dans lequel elle raconte en chanson sa vie de maman célibataire. Ouais, je peux pas te parler parce qu'en plus, là, j'ai mes règles, je suis d'une humeur de putain de... Non, je rigole. Je déteste ça. Je déteste les gens qui vont te dire « Ah, t'as d'une humeur exécrable, tu dois avoir tes règles. » Je déteste ce préjugé complètement nul. Je trouve qu'il est synonyme de bêtise. J'ai envie de claquer la personne. Pour briser le tabou des règles, Laurie ne mâche pas ses mots. Parce que je suis un peu sanguine parfois. Chose impensable il y a quelques années, la parole se libère. Dans son sketch intitulé « Mon cirque menstruel », Laurie ose raconter ses règles. Ça va durer longtemps. Chez moi, ça dure 5 jours. Mon but, c'était vraiment de définir voilà ce qui se passe pendant mon mois. Après, ma patte, elle est toujours musicale et un peu trash parce que c'est comme ça que j'aborde l'humour. Oh ben merde, je saigne. Un jean tout neuf. Et je suis très étonnée de voir que pas mal de gens connaissent le refrain. Et la magie opère. Je douille sa mère. J'ai mal au rein, j'ai mal au sein, j'ai mal au dos et ferme ta gueule. Quoi, moi je me plains quand t'as un rhume. T'es en PLS, faut qu'on t'intube. Pendant que je te parle, je perds 5 litres de sang. En plus, des fois, il est même pas liquide. Ça choque les mecs, ça choque les meufs, et les meufs se disent putain, elle l'a dit. Bah ouais. Et il est même pas rouge.
Eh bah c'est ça, va faire un tour, va voir ta pute. Quoi ta mère, c'est bien ce que je dis, je suis bipolaire. Et je t'emmerde d'accord, c'est ça les besoins. Oh, oh, oh. Ce en quoi c'était militant d'écrire cette chanson, c'était surtout pour dire « Regarde moi ce que je vis. Regarde mec, moi ce que je vis pendant mon... » Regarde ce que je vis. C'est aussi le cri du cœur de millions d'autres femmes. Car les règles, ce n'est pas qu'une histoire de sang qui coule, c'est aussi une ribambelle de symptômes toujours déplaisants, avant et pendant. On appelle ça le syndrome prémenstruel, le SPM. C'est souvent le compagnon qui, lui, s'en aperçoit. Les gonzesses, quand elles ont l'oreille, oulala, oulala, faut fuir. Hein. La semaine où j'ai envie de tuer mon mec. Je peux être très sensible. Je me souviens une fois, j'étais à la cantine au lycée et j'avais un copain qui m'a pris mon pain et j'ai commencé à pleurer dans la cantine. J'avais mangé ce pain. Je touche à la base. Et ouais. Je sais que quand je commence à avoir un peu mal en bas du ventre, c'est que ça va arriver, donc. Ouais, des spasmes et tout. Fatigue, ouais. J'ai l'impression que tout, qu'on va me sortir les organes, donc faut que je me couche et que je me repose et qu'on me laisse tranquille. Il y avait la technique du fer à repasser que tu débranches. Du coup, Sur elle une débranchait. serviette ? Ouais, elle débranchait, elle attendait quelques minutes et elle mettait une serviette et elle mettait ça parce qu'avant il n'y avait pas de... Ma mère me l'a fait une fois. Elle a fait « T'inquiète pas, je gère !» Et elle m'a mis une serviette et j'étais là genre « Mais qu'est-ce que tu me fais ?» J'étais là genre « Ah, c'est trop bien. » Non mais ça fait quelle sensation? Ça te compresse? Comme si on m'appuyait dessus, mais tu vois, comme ça. Vraiment très fort dessus. En fait, le syndrome prémenstruel peut avoir énormément de symptômes et on en oublie parfois que finalement il fait partie intégrante du cycle de la femme. Le docteur Déborah Feldbaum est gynécologue. Selon elle, le syndrome prémenstruel est lié aux 4 phases du cycle menstruel. Alors, le cycle menstruel, on a pour habitude de le séparer en 4 phases. La première phase, elle commence au premier jour des règles. Elle dure 5 à 7 jours. C'est un moment où il y a beaucoup de changements hormonaux et une augmentation progressive des œstrogènes. Ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire qu'on saigne, qu'on peut avoir des douleurs essentiellement au niveau du ventre parce que l'utérus se contracte et c'est ça les règles. Et en parallèle de ça, il y a des bouleversements hormonaux qui font qu'on a plutôt tendance à commencer à être de bonne humeur. La deuxième phase, c'est juste avant l'ovulation. D'accord? Toute cette phase-là, on appelle ça la phase folliculaire, puisque le but, c'est d'arriver à la maturation pour arriver à un ovule, pour qu'il puisse y avoir une fécondation. Au cours de cette phase-là, la femme, elle va être très heureuse, elle va être parfois même euphorique, elle va se sentir belle, elle va avoir envie d'aller rencontrer les autres, en l'occurrence les hommes. Après, la troisième phase, c'est après l'ovulation. Il y a un énorme bouleversement hormonal, et là, la progestérone va commencer à prendre le dessus. La femme va se sentir parfois un petit peu gonflée, un petit peu moins bien. Il y a des changements cutanés. Doucement, il peut y avoir l'apparition d'acné. Et la quatrième phase, c'est le syndrome prémenstruel. Quand il existe, ça veut dire qu'on peut se retrouver à être vraiment très mal. On peut prendre plusieurs kilos, on peut être complètement déprimé. Et ensuite, on revient au début du cycle. La déprime des règles, Selma et ses copines la refusent. Et elles vont beaucoup plus loin, elles assument leur sang menstruel. En plus, ce qui peut être intéressant de ce côté-là, c'est qu'après, on a l'église. À 19 ans, Selma a lancé un compte Instagram au nom explicite « Ça va saigner ». Il compte déjà plus de 11 000 abonnés. Sa particularité, exposer sans complexe des taches de sang dans les situations du quotidien. Aujourd'hui, c'est au cœur de Paris, dans le quartier des Halles, qu'elle prépare sa potion magique. Épaulée par ses modèles du jour, toute étudiante comme elle. Le but, c'est de ramener les règles à la rue, juste dans les moments de quotidien. Pas forcément joli, pas forcément mis en scène, simplement assez réel, quoi. Voilà. Du coup, faux sang. T'as une cuillère? Fabriquer du faux sang plus vrai que nature, c'est une recette un peu surprenante. Commencez par verser une rasade de sirop d'agave. Le truc cool avec le sirop d'agave, c'est que c'est vraiment très compact et il y a beaucoup de sang des règles qui sont pas très liquides, donc c'est cool et puis ça accroche le vêtement aussi. Ajoutez ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire. Il est très très rose. Hein. Corrigez la couleur en saupoudrant de cacao. Et pour ces perfectionnistes, il manque la touche finale.
J'ai apporté un peu de terre parce que là c'était quand même vachement lisse et faut pas oublier que quand on perd notre endomètre et surtout si on a de l'endométriose, bah, on perd vachement de morceaux, de fibromes et tout, donc ce sera peut-être un petit peu plus réaliste comme ça. Parfait. Du coup là la couleur est chouette, elle est foncée, grumeleuse et épaisse et il y a des reflets de cacao et de terre. Elle est peut-être un peu violette rose mais sur le vêtement ça va passer carrément bien. Ok. Il est l'heure de se tartiner. Alors, tu vas te mettre comme ça et je vais te colorier les fesses. Salma, la première modèle, n'a que 17 ans, mais elle est déjà très engagée. Elle n'hésite pas à sacrifier son jean blanc. T'es prête? Carrément. C'est un moment fun et précieux du shooting. Tu peux peut-être resserrer tes cuisses pour étaler la tâche. Parfait, ouais. C'est grave cool. On va devant. Essaye de mettre ta jambe sur la tête si tu le sens, hein. C'est trop bien. C'est très honteux dans la société d'avoir ses règles, de voir du sang, alors qu'en soi, bah, c'est rien, quoi. Enfin, c'est rien de choquant à mes yeux et puis tout le monde devrait penser ça. Pendant toute la matinée, Selma et ses amis enchaînent les clichés, devant des passants parfois interloqués. Ça peut être un peu choquant, oui. Ouais. Parce que les gens ils sont vraiment ouverts à voir ça. Alors, pour voir un pantalon taché de sang de règles, est-ce que ça vous choque? Non, mais il faut les changer. Mais c'est tout. Non, ça me choque pas parce que je suis une femme et parce que j'ai mes règles. J'adore le plan. Comme tout le monde, je pense que c'est une image qu'on doit montrer. Pour l'instant, les réactions sont mitigées. Mais quand la troupe s'arrête devant un restaurant, le patron des lieux voit rouge. Bah, on fait des photos. On fait un shooting photo. On va à votre restaurant. Je suis directeur du restaurant. Oui, mais vous êtes un peu agressif. Non, je suis pas agressif, mais ça me choque, madame. Je comprends pas que vous mettiez ça sur la place publique comme ça. N'importe quoi. Une réaction négative qui ne surprend pas les jeunes militantes. Conscientes que le sang des règles dérange, elles savent qu'il faut parfois choquer pour briser un tabou. Mais elles essayent de doser leurs actions. Je crois qu'il faut utiliser les techniques douces, choquantes. Si on fait que du choc, après les gens se protègent et ne regardent plus ce qu'on fait. Et si on fait que du doux, ben justement ils ne le voient pas. Voilà. Tip. On va dans les rues là-bas. Okay. Pour ne pas attiser l'indignation, la troupe décide de poursuivre la séance plus loin. Ah, parfait! Après 3 heures de shooting, les filles se font une joie de rentrer chez elles en métro, sourire aux lèvres et rouge aux fesses. Quelques jours plus tard, Selma postera les photos sur son compte Instagram. Mais pourquoi le sang des règles est-il aussi dérangeant? Élise Thiebaud est journaliste et auteure de 2 ouvrages militants sur les règles qui ont été traduits en plusieurs langues. D'après ses recherches, il y a très longtemps, les règles étaient considérées comme un super pouvoir. Beaucoup d'éléments nous disent que, en raison de leurs règles, les femmes ont été divinisées dans l'histoire et dans la préhistoire, que ce sang mystérieux ne produit pas la mort, il produit au contraire la vie. Mais dès l'Antiquité, ça tourne au vinaigre. Hippocrate, le père de la médecine, considère que le sang menstruel est nocif. Et à partir du moment où on considère que ce sang est mauvais, les femmes deviennent elles-mêmes porteuses de quelque chose de mauvais, dont vont découler tout un tas de croyances et de stigmatisation des femmes dans leurs activités quotidiennes ou dans l'espace public. Chez moi, par exemple, dans la cuisine, on ne pouvait pas rentrer si on avait nos règles quand mon père faisait une mayonnaise. Parce qu'une mayonnaise ne montait pas si une femme qui avait ses règles rentrait dans la cuisine. Bien sûr, c'est tout à fait scientifiquement prouvé. J'avais très peur d'aller dans l'eau parce que j'avais vu Les Dents de la Mer. Je pensais vraiment... et c'est vrai que les requins sont attirés par le sang. Comme quoi, je ne savais rien du tout. Quand on avait nos règles avec ma sœur, on ne pouvait pas... On nous avait déconseillé de nous laver les cheveux le dimanche qui suivait. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Mais c'était comme ça. Alors qui?
C'était ma mère, je crois, ouais, je sais pas trop pourquoi. Tout ça, c'est un mécanisme de reproduction sociale qui est caractéristique et qui est d'autant plus invisible que comme le tabou, personne n'en parle, il n'y a aucun moyen de le déconstruire ou de le dépasser, puisqu'on ne sait pas de quoi il est fait, puisqu'on n'a même pas le droit d'en parler. Non, j'ai eu une mère qui n'était pas du tout ouverte à ça. La chose que ma mère m'a dite quand je lui ai dit que j'avais mes règles, la première fois que je lui ai dit, elle m'a mis une claque et apparemment c'était une tradition familiale. Rien que le mot règle, c'est presque tabou de dire règle. Enfin, moi, j'aime pas dire ce mot-là. Tu dis quoi, là? Je dis pas. Je dis pas quand j'ai mes règles à personne. Enfin... Comme on n'en a jamais trop parlé chez moi, sans doute que j'imaginais qu'il fallait pas que j'en parle avec les autres et que ça me mettait mal à l'aise et que oui, je pensais que c'est ce qu'ils attendaient, que j'en parle pas. Et que je me débrouille avec ce que j'avais et que c'était mon problème et qu'il fallait pas que je les dérange avec ça. Car oui, les règles sont gênantes. La preuve, en mars 2015, l'artiste canadienne Rupi Kaur poste sur Instagram une photo d'elle avec un pyjama taché de sang menstruel. La photo est immédiatement supprimée par le réseau social. Le message est clair, les règles, il ne faut pas en parler et on doit aussi éviter de les montrer. Dans ces conditions, afficher une tache de sang est une provocation. Parce que c'est pas grave. En fait, c'est qu'un peu de sang, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Et bien pourtant, on en fait toute une histoire et ça nous met profondément mal à l'aise. Alors l'angoisse de la tâche, je crois qu'on l'a à peu près toutes. J'ai déjà dû demander à une copine ah, j'ai un doute. Ouais, voilà, est-ce que tu peux regarder 2 secondes? J'ai l'impression de l'avoir demandé des milliards de fois. C'est vrai? Ouais, j'ai vraiment ce truc de la tâche, quoi. C'est pas très agréable, hein, ça ne vous met pas en valeur, hein, c'est évident. Hein. Ça fait un peu souillon. Ça m'est arrivé de souiller des pantalons, voilà. Donc ça, c'est gênant pour soi-même. Enfin, moi, j'ai honte, hein. Enfin, j'ai eu honte. Un truc qui nous a marqué, ma bande de potes, quand on était, je sais pas, on devait avoir 18 ans, et une copine on était dans un bar, elle avait son pantalon blanc, taille haute, super stylé et tout, et elle se lève et elle avait une tache au cul, mais elle avait une espèce d'énorme tache sur les fesses et elle était mortifiée. Tu essaies de cacher, tu minimises tous tes mouvements pour pas qu'on te voie, tu essaies de trouver des justifications à pourquoi t'as ta veste autour de ta taille parce que t'as pas envie de dire que t'as une tache. À ce point? Bah ouais. Ah ouais. Je me demande si j'en ai même pas pleuré. Et je pense que c'est de honte, alors que la honte n'a pas lieu d'exister, mais pourtant elle est là. On peut pas empêcher le sang de couler. Et on n'y peut rien. C'est quand même assez étrange de nous faire honte pour quelque chose qui ne relève nullement d'une faute. Alors, les femmes peuvent-elles enfin assumer ce sang qui coule naturellement? Depuis quelques années, Internet est devenu le vecteur de cette révolution. Compte Instagram, blog, vlog, une vague rouge déferle sur la toile. Demetra Nix est une sexothérapeute américaine. Sur Instagram, elle diffuse des images d'elle, le visage recouvert du sang de ses règles. Mais les militantes ne sont pas seules à vouloir changer les mentalités. Les youtubeuses aussi se sont emparées de ce sujet tabou. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler des règles. Ce qu'on adore. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler des règles, mais plus précisément des conseils, des astuces et des DIY pour survivre à cette période du mois qui est pas super agréable. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt cool. Je suis vraiment hyper contente d'aborder ce sujet, le sujet méga tabou, les règles. La chaîne YouTube Parlons peu, parlons cul a même consacré plusieurs épisodes à ce sujet tabou. Qui dit règle dit protection périodique. Et il y a autant de protection périodique qu'il y a de femmes sur Terre. Non. Non, c'est vrai. Mais on va dire qu'il y en a pour tous les goûts. Goût, c'est pas le bon mot. Les protections périodiques, un thème qui passionne les internautes. Car depuis la nuit des temps, c'est une vraie préoccupation pour les femmes. Que faire de ce sang qui coule tous les mois? Beaucoup de femmes, pendant des siècles, n'ont pas utilisé à proprement parler de protection périodique. Très souvent, on laissait couler. On avait plusieurs épaisseurs de jupons et pas de culotte. Et on avait un jupon de règles et on s'essuyait le sang qui s'écoulait. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir apparaître des ceintures sanitaires qui maintiennent des bandes de tissu absorbants. Et ça n'a pas l'air confortable.
Quelques décennies plus tard, grâce à la Première Guerre mondiale, les serviettes lavables font leur apparition. Les infirmières qui avaient pris l'habitude d'envelopper des bandes de coton dans des bandes de gaz ont créé elles-mêmes les premières protections périodiques entre guillemets pharmaceutiques. Les tampons sont commercialisés dès les années 30, mais ils mettront du temps à faire leur trou, car introduire des choses dans son vagin, à l'époque, ça faisait mauvais genre. Ce n'est qu'en 1963 qu'on commercialise en France les premières serviettes jetables industrielles. Pendant des décennies, c'est le calme plat. Serviettes et tampons restent le duo star des protections. Je pense que c'est le premier truc auquel on t'initie en termes de protection. Moi, c'est le seul moyen que j'utilise. Bah, c'est une serviette hygiénique. Elles sont vachement épaisses, ces serviettes hygiéniques, je trouve. Imaginez dans un sac. Mais pourtant, c'est les premiers trucs que j'ai mis. Ma mère a eu ça assez longtemps. Moi, je la tannais pour dire « Mais non, maman, à la télé, il y a des pubs avec des trucs fins et tout. » Et elle me disait « Oui, mais ça coûte plus cher. » Ça, je n'en parle même pas. C'est interdit, ça. Moi, je suis obligée, sinon c'est la folie. Moi, je mets ça, ça me dure pas 20 minutes. Et ça, pour moi, c'est pour les petites joueuses. C'est désagréable à porter, ça fait du bruit quand on marche. Il y a des gens qui font des bonnes serviettes un peu plus pratiques ou pas? Alors ça, c'est le super tampon avec l'applicateur. Alors par contre, faut pas l'oublier. Ça m'est arrivé une fois. Il faut savoir que c'est plus cher avec un applicateur que sans. Je peux pas, non, j'aime pas du tout. Oui, bien sûr, il y a un mode d'emploi. C'est un papier avec un dessin. Et on a 14 ans et on a ça. Et il faut réussir à bien le placer. Quand j'ai mis pour la première fois un tampon, je savais pas que j'avais autant de trous et je savais pas où mettre mon tampon. Des protections pas toujours pratiques et qui coûtent cher. Aujourd'hui, briser le tabou des règles, c'est aussi briser un tabou économique. Un paquet de tampons ou de serviettes coûte en moyenne 5 €. Au cours de sa vie, une femme dépenserait 1 800 € en protection menstruelle. Trop cher pour des produits dont on peut difficilement se passer. Laissez-moi, Seigneur, laissez-moi. En 2015, des milliers de femmes manifestent pour dénoncer ce qu'on appelle la taxe tampon. Car les protections menstruelles ne sont pas considérées comme des produits de première nécessité. Leur TVA est donc à 20%, ce que dénoncent les militantes. Devant l'ampleur du mouvement, le gouvernement plie et la taxe se réduit à 5,5%. Le hic, c'est que 5 ans plus tard, le prix des protections menstruelles n'a toujours pas baissé. Comme si les fabricants n'avaient pas entendu le message. Pourtant, chaque mois, plus d'1 million de femmes en France n'ont pas les moyens d'acheter des protections. On appelle ça la précarité menstruelle. Faut quand même rappeler qu'il y a des personnes qui hésitent encore entre un paquet de pâtes et un paquet de tampons. C'est juste honteux. En 2019, t'en arrivais à là. Camille est influenceuse. Son compte Instagram, Je m'en bats le clito, est suivi par 500 000 abonnés. Elle y dénonce les tabous liés au corps de la femme et aux règles. Parmi ses priorités, la lutte contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, ça concerne dans le monde 500 millions de personnes menstruées et ne serait-ce qu'en France, 1,7 million. C'est énorme. Un phénomène qui touche des femmes au profil varié, des SDF, des détenues, mais aussi des étudiantes ou des travailleuses précaires. Donc il y a tout un tas de techniques qui se développent et qui sont... moi, rien que d'y penser là, tu vois, j'ai la chair de poule. Donc la première, on va dire, voler. Ça peut paraître assez logique. Mettre du papier journal dans sa culotte pour essayer d'absorber un maximum et que ça fasse un maximum de couches. Mettre des semelles des chaussures. Ou jusqu'à même réutiliser des protections qu'on a déjà utilisées. Les rincer, les sécher, les réutiliser. Donc sortir un tampon, le vider, le sécher, le nettoyer et le réutiliser. Et il y a après des personnes qui vont jusqu'à même se fabriquer des espèces de tampons avec en gros un bâton, du coton, et essayer d'insérer. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de notion de santé. Il y a la notion de la santé, du bien-être. Là, elle n'y est pas. C'est super dangereux pour la santé. Alors Camille a décidé d'agir, concrètement. Nous la retrouvons dans un bel hôtel parisien, The Hoxton. Spectacle surprenant, le hall est rempli de protections menstruelles. Car c'est ici que Camille a organisé la première, Red Friday. Donc la Red Friday, c'est tout simple. C'est 60 heures de collecte massive contre la précarité menstruelle. Je me suis associée avec le Hoxton, qui est ce magnifique hôtel dans lequel on est, et avec Règles Élémentaires, qui est une association qui lutte justement contre la précarité menstruelle. Pendant 3 jours,
Tout le monde peut venir déposer un don dans les cartons de collecte disposés dans le hall. Trop bien. Comment tu t'appelles? Hélène. Oh, trop cool. Merci pour les dons. Trop chouette. Parce que c'est important pour moi de participer à ce genre de collecte pour la précarité menstruelle. Moi, j'ai de la chance et j'ai de quoi acheter ce dont j'ai besoin ou me procurer tout ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est important pour moi de pouvoir faire ça. J'ai envoyé un message à ma boîte et du coup, une dizaine de personnes qui ont répondu présent. Je suis allée acheter pour tout le monde et le distribuer, le donner en leur nom. Mais tellement de trucs, mais de tout. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et autant de... C'est abusé. Là, les boîtes, je me suis dit, bon, 2 boîtes à dons, ça va suffire pendant 3 jours. Mais en fait, elles sont déjà pleines. Et il n'y a même pas tous les trucs dedans, en fait. C'est ça qui est ouf. Non, mais c'est cool, je suis contente. Les donateurs se bousculent sous les yeux des clients de l'hôtel. Kim, la responsable des événements, est ravie de casser les codes. C'est vrai que dans le Hoxton, non. On a des pop-up de fruits de mer, des marques de mode, mais on n'a pas des tampons. Et c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Il y a 5 ans, je serais venue avec toute la bonne volonté du monde au Hoxton pour dire, écoutez, 3 jours, règles, tampons, ça va être partout. Je suis pas sûre que j'aurais reçu cet accueil-là. Donc ça avance. Et tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait, on doit prendre position par rapport à ça. C'est la responsabilité de tout le monde, c'est pas que politique. 3 jours plus tard, on retrouve Camille tout sourire. L'opération est un succès. C'est trop bien, je suis trop contente. Là, il y a quelqu'un qui vient de déposer plus de 4000 tampons. Enfin, c'est un délire. Je suis trop contente. Voilà. Go, on descend? Ouais. Bon, alors, comment on va faire? À 12, tu peux m'aider à porter ça. Pour encadrer la collecte, Camille a fait appel à Tara, présidente de l'association Règles élémentaires, qui va stocker les dons pour les redistribuer aux femmes dans le besoin. Ça va, Tara? Ça va. C'est pas trop lourd? Ça va. C'est un peu mes bébés, donc je les connais bien et en général, ça peut pas dépasser un certain poids, mais ça va. Avec son armée de bénévoles, Tara va compter et trier les dons. Donc là, je commence un peu à paniquer. Tara, viens voir. C'est extraordinaire. On met tampons ici. On est en train de faire des kits et de tout comptabiliser. 6. On va faire plus. 6 fois 14. Ouais, 6 fois 14. Tous les paquets de serviettes là-bas. Ok, c'est bon. C'est l'heure du bilan. À combien vont s'élever les dons? J'arrive pas à y croire là. Plus 120, je vais chialer. Plus 120, plus 100, plus 99. Notre inventaire express nous montre 30 000 produits. 30 000 produits. C'est un record absolu pour l'association. L'opération de Camille a largement dépassé les espérances. Ça redonne un peu foi en l'humanité. De se rendre compte que c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des lycéennes, c'est des collégiennes, c'est des mamans qui viennent avec des tout-petits, c'est des papas, c'est tout le monde en fait. C'est des employés du Hoxton qui sont partis à la pause d'aide acheter pour pouvoir donner. En fait, c'est ça qui est beau. Donc non, ça me surprend pas parce que j'ai quand même foi en l'humanité. Mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que tu lances un appel et qu'il y a des personnes qui répondent. Ça, c'est chouette. Quelques jours plus tard, l'association distribuera les dons à différents partenaires, comme le SAMU social, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge. Mais le prix des protections périodiques n'est pas leur seul inconvénient. Les consommatrices dénoncent une série d'autres problèmes. Il y a des personnes qui réalisent qu'il y a des problèmes avec les protections périodiques, avec leur coût, avec leur composition. Et on peut enfin dire, par exemple, que certaines protections périodiques produisent des allergies, des irritations, des effets déplaisants. Composition douteuse, effets secondaires sur la santé. Tampons et serviettes sont désormais pointés du doigt. Leurs ventes ont d'ailleurs chuté de 14% ces 4 dernières années. Potentiellement dangereuses, les protections classiques sont aussi un fléau écologique. Une femme qui utilise des serviettes ou des tampons génère environ 6 kilos de déchets par an. Des déchets qui mettront des siècles à se dégrader. Et ça, on ne s'en tamponne plus. Alors de plus en plus de Françaises se tournent vers des protections innovantes, à commencer par la célèbre cup, la petite coupe qui monte. Je sais pas ce que c'est ça. On dirait un nez de clown. Ceci est une coupe menstruelle. Une cup, donc. Alors ça, c'est pour les inconditionnels de l'écologie. Ah d'accord. Cette serviette, super, c'est écologique, c'est pratique. Ça coûte pas très cher à l'achat et tu le gardes super longtemps. Donc... Je sais pas trop comment l'introduire. Moi, je l'applique comme ça.
hop. Et après, ça rentre et ça se déploie comme une corolle. Ah là là, c'est trop bien fait. Après, j'ai très peur des fuites potentielles, c'est vrai, autour. J'ai un flux abondant, ça n'a jamais débordé. J'ai des copines qui gardent la cup, elles, pour faire des préliminaires. Hey, bonne idée. La cup, c'est bien si t'es chez toi, quoi. Mais si t'es au taf ou que tu dois la changer dans un bar... Il faut pouvoir le retirer à un endroit où vous pouvez le rincer et tout. Je sais pas comment ça se nettoie. Je pense pas que ce soit la solution. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Donc, du coup, peut-être la solution, ce serait les culottes couches. Mais ça, j'ai pas encore essayé. Ah, ok. Tiens. Toi, tu sais déjà ce que c'est. Bah, j'ai eu un doute, mais oui, je sais ce que c'est. Ça doit être une culotte de règles, hein. C'est ça? Autre solution, la culotte menstruelle. C'est la dernière née des protections. Elle serait pratique, confortable, écolo. Elle révolutionnerait nos règles. Du coup, la culotte cartonne. Dans cette boutique de cosmétiques bio, on n'en revient pas. Elle se vend comme des petits pains. Ça paraît vraiment très vite. Du coup, on est obligé toute la journée de voir ce qui a été vendu pour en remettre en rayon. Plusieurs fois par jour, Morgane joue les démonstratrices devant des clientes avides d'infos. Ça, c'est la Flogger. Donc, c'est la plus classique, hein, entre guillemets. Donc, c'est l'équivalent en absorption de 2 tampons et les plus l'équivalent de 4. Ok. Voilà. Il y a la même, tout en coton, donc plus confortable, mais voilà, un petit peu plus épaisse. Je peux tu toucher. Bien sûr, allez-y, oui, c'est intrigue en général. Bah oui, on peut comment de l'absorption. C'est bien, en plus il y a plusieurs tailles. Et après c'est quand même plus épais qu'une culotte basique en fait, simple, qu'on utilise au quotidien. Alors vous êtes tentée? Bah du coup, oui. Je suis pas du tout venue initialement pour acheter une culotte et au final je vais repartir avec. Les culottes menstruelles sont vendues entre 20 et 35 €. Mais pas de quoi refroidir les clientes. Comme elles se gardent 5 ans, elles sont vite rentabilisées et elles évitent des tonnes de déchets. Ça a que des avantages, vraiment. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique son succès. Mais dans cette course à la révolution menstruelle, certaines expertes vont encore plus loin, grâce à une nouvelle méthode surprenante qui ferait de plus en plus d'adeptes. Est-ce que vous avez entendu parler de la continence menstruelle? C'est à cause de là. Continence menstruelle? Non. Très vaguement. Non. Ouais. Enfin, si, j'en ai entendu parler. Mais je crois que c'est des filles qui ont leurs règles tout le temps. Non, c'est pas ça. Attends, me dis pas que c'est le truc, le flux instinctif? Alors, est-ce que c'est cette technique qui consiste à bloquer les règles, c'est ça, pour pas qu'elles coulent? Ouais. Et c'est censé pas couler du tout qu'au moment où tu le veux? Oula! Une fois où j'étais dans la rue, j'ai serré tout ce que je pouvais, comme au yoga. Et bon, ça n'a pas marché. Je connais aucune personne dans mon entourage qui utilise cette technique. Moi non plus. Ouais, paraît quelque chose que j'arriverais pas à contrôler. Et vous aimeriez? Ah, j'aimerais bien, ouais. Et du coup, concrètement, ça se passe comment? Nous aussi, on aimerait bien savoir. Alors, nous sommes partis dans la campagne bretonne, près de Rennes. L'occasion de dissiper le mystère qui entoure cette étrange méthode. Bonjour. Bonjour. Magali, enchantée. Enchantée. Ce dimanche matin, Lydia accueille 3 femmes qui veulent se débarrasser définitivement des protections, comme Cindy. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser tout ça et être libre, entre guillemets, et pas dépendante. Et ça tombe bien. Lydia est l'une des quelques spécialistes du flux instinctif libre en France. Elle pratique cette technique depuis une dizaine d'années. Le but de Free Moon, c'est d'expliquer aux femmes en fait, et de leur montrer toutes les possibilités qu'il y a de vivre leur féminité de façon naturelle. La mission de Lydia, enseigner en 6 heures à ses élèves les secrets de la continence menstruelle. Et ça commence par la théorie. Première bonne nouvelle, Lydia nous apprend que les règles, c'est pas les chutes du Niagara. Dans le cycle en fait, de la femme, le sang ne coule pas de façon régulière comme un robinet. En fait, vous allez avoir une contraction par moment et c'est là que le sang va être évacué. Cette contraction, elle peut être tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures et s'espacer ensuite. Quand ça arrive tous les quarts d'heure, c'est vraiment le moment où vous avez le flux le plus abondant. Ça dure vraiment maximum 2 heures dans tout le cycle. Ouf, on est déjà un peu rassurés. On ne va pas passer la journée à serrer les fesses. Enfin, faut serrer quoi au fait?
Concrètement, la vulve, ici, c'est pas un sphincter. Donc en fait, si le sang arrive au niveau de la vulve, vous ne pouvez pas contracter pour l'empêcher de couler. Donc quand on sent que le sang arrive, il faut contracter le périnée pour empêcher juste le sang Donc on peut, en gros, comme si on voulait fermer notre canal vaginal en contractant un petit peu. Et par contre, quand on va aux toilettes, on détend, on travaille sur cette détente. Parce que si on est toujours avec des tensions, le sang, il va pas couler correctement. Donc, pour résumer, on contracte le périnée pour retenir le flux quelques minutes et on relâche tout aux toilettes. Et du coup, pour la nuit, comment ça se passe? Il y a deux types de femmes, en fait. Il y a les femmes qui galèrent pendant la journée et qui, la nuit, le font inconsciemment sans avoir besoin de réfléchir. Et d'autres, comme moi, qui, sans souci la journée, j'y suis arrivée hyper vite, de façon inconsciente à la continence menstruelle, mais la nuit, je galère. Soit tu décides que tu assumes et que tu te lèves 50 fois dans la nuit s'il faut, soit tu décides, du coup, tu mets une protection, quoi. Le but de ça, c'est vraiment de diminuer la consommation de protection périodique. Et je me dis que déjà, même si on arrive à en utiliser qu'une ou deux dans tout le cycle, c'est déjà intéressant. Je vais vous faire des exercices pour vous montrer la tension qu'on met. C'est pas une contraction forte, en fait. C'est tout doux. Du coup, on va mettre les tapis de yoga et s'allonger par terre. Pour apprendre à contracter, rien ne vaut la pratique. Donc vous allez visualiser que vous avez une savonnette que vous allez insérer au niveau de la vulve et que vous voulez faire monter dans le canal vaginal. Donc je précise, c'est une savonnette pH neutre, probiotique, avec super bonne pour la flore vaginale. Non, c'est pas du savon de Marseille. Donc vous allez faire une contraction assez rapide, assez forte, et maintenir cette contraction le plus longtemps possible, et relâcher tout doucement pour faire redescendre la savonnette. On travaille vraiment sur les ressentis profonds et subtils, et on travaille sur la dissociation musculaire pour arriver à repérer les différents paliers du périnée, comment les ressentir, comment les contracter, comment les détendre. Les participantes vont enchaîner les exercices pendant tout l'après-midi. Maintenant, je vous invite à juste visualiser comme si vous étiez un arbre et que vous avez des racines qui partent du nœud pelvien, qui s'enfoncent profondément dans la terre, et ensuite de relâcher et de voir comment ça se passe dans votre corps, la détente. À la fin de la journée, les participantes sont plutôt confiantes. Se passer de protection périodique, ça leur paraît possible. Je pense, oui. Oui, définitivement. Là, du coup, vous avez hâte d'avoir les prochaines pour appliquer encore plus. J'ai envie d'être tranquille 2 minutes quand même. Faut exagérer, hein. Faut pas pousser. Mais oui, en tout cas, je les accueillerai comme histoire. Alors, 3 mois plus tard, Magali a-t-elle gagné son pari? Aujourd'hui, j'en suis à utiliser une serviette lavable par jour sur, on va dire, les grosses journées. Donc, en tout, sur un cycle, j'utilise 2 serviettes lavables, 2 à 3 serviettes lavables sur un cycle. Donc, je pense que c'est plutôt bien. En tout cas, je suis contente de moi. Apprendre à gérer son flux menstruel, c'est donc possible. Mais les femmes peuvent désormais faire encore mieux, optimiser leur performance en fonction de leur cycle hormonal. Nous sommes à Saint-Étienne, la ville des Verts, au centre d'entraînement de l'équipe de foot féminine de l'AS Saint-Étienne. Pierre-Hugues Higonin est le préparateur physique du club, mais il est aussi un chercheur inspiré. En ce moment, il étudie l'impact du cycle menstruel sur les performances des joueuses. Son objectif, optimiser l'entraînement de l'équipe. C'est ma 8e saison au club et on entend les bruits de couloir, les filles qui discutent entre elles et qui évoquent leur période de menstruation, qui se sentent plus fatiguées, plus énervées, plus irritables. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir aller en profondeur sur ces aspects-là pour pouvoir clairement voir si, en plus du mental, il se passait des choses d'un point de vue physique. Et c'est pour ça qu'on en est venu tout naturellement à mettre en place ce protocole-là. Son protocole est extrêmement précis. Ça commence au petit matin. Ça va les filles? Ça va et toi? Ben, ça va. Ça va, Jules? Bien et toi? Eh ben oui, on s'y jette? Allez, en avant. Lalia, la capitaine de l'équipe, et Audrey, attaquante, ont justement leurs règles. Elles sont volontaires pour l'expérience. Alors, il y en a une qui s'installe là. Vous avez un porte-manteau là derrière vous. Et puis l'autre peut s'installer là derrière. Les joueuses vont avoir droit à une prise de sang pour établir la composition de leur sang à ce moment précis du cycle, et notamment la quantité d'hormones.
Les précieux échantillons sanguins sont ensuite envoyés au laboratoire pour être analysés. Dès que ça sort d'ici, le transport, il faut que ça soit tout sécurisé. Qu'il n'y ait pas de risque d'ouverture de manette. Et voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Malgré les contraintes, Lalia et Audrey sont enthousiastes de participer à ces recherches. Il me semble que c'est l'un des premiers à le faire. Donc c'est un travail important pour nous, dans le sens où on peut avoir des réponses et savoir un peu mieux comment gérer nos performances. Je suis persuadée que ça joue sur nos capacités physiques, donc c'est bien qu'on ait quelqu'un qui fait des études dessus. Ça peut être prouvé, donc c'est bien. D'ailleurs, dans l'équipe, 22 filles sur 23 ont accepté de jouer le jeu. Les filles ont tout de suite compris l'intérêt de ce type de travail pour leur pratique et pour l'accompagnement qu'on pouvait leur offrir. Elles ont toutes voulu sauter sur l'occasion d'être l'équipe, on va dire, précurseur d'un travail de recherche à cette échelle au niveau français. C'est tout près du mythique stade Geoffroy-Guichard que se trouve le centre d'entraînement de ces pionnières. Cet après-midi, Lalia y retrouve Pierre-Hugues pour la suite des tests. Pour l'occasion, l'entraîneur a sorti les grands moyens. Si on veut être vraiment précis, on est obligé de calibrer au millième de seconde près. C'est pour ça que ces outils technologiques nous sont d'une grande aide sur des mesures aussi précises que peuvent l'être un sprint. C'est bon pour moi, c'est quand tu veux. Allez, petit appui, petit appui, petit appui. Ouais, tout de suite, libère, accélère, ok. 4,93. Ça donne quoi là, les performances? En soi, la performance en tant que telle nous intéresse peu, mais c'est vraiment la variation de performance qui sera le critère numéro 1 d'analyse. Ces tests, chaque joueuse doit les effectuer à différents moments de son cycle. Toujours les mêmes exercices liés à la pratique du foot, dans les mêmes conditions, pour analyser les mêmes capacités. Agilité, force et vitesse. Allez, jusqu'au bout. Encore, très bien. Mais ça, vous n'êtes pas épuisé par tous ces tests? Non, ça allait. Le dernier qui est quand même assez répétitif, on enchaîne 7 sprints, donc c'est assez physique, sinon le reste ça allait. Là, l'idée, c'est d'avoir ce cycle en point de repère et de se dire, OK, au cours de telle phase du cycle, on va peut-être accentuer notre entraînement et mettre un petit peu plus le focus sur les aspects vitesse. Et peut-être qu'au cours d'une autre phase, on mettra plus le focus sur l'aspect force. Tac. Grâce à cette étude, Pierre-Hugues espère pouvoir prochainement optimiser l'entraînement de chaque joueuse en fonction de son cycle. Respecter les différentes phases du cycle féminin, pas seulement sur un terrain de foot, mais à chaque moment de la vie. C'est aussi l'idée d'une coach, Gaëlle Baldassari. Aujourd'hui, le cycle menstruel, il nous est présenté comme quelque chose de galère, comme un problème pour les femmes, comme un déficit, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'on est moins performante, moins ceci, moins cela. Et ben moi, je suis allée voir à l'intérieur du cycle, j'ai vu comment il fonctionnait et je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser à notre profit. Gaëlle a créé Kiffe ton cycle, un livre et une méthode en ligne destinés justement à nous apprendre à apprivoiser notre cycle. Bonjour, bienvenue sur le chapitre sur le cycle. Dans ce chapitre, on va explorer ensemble la façon dont fonctionne le cycle et pourquoi il nous influence autant. Le principe de Kiffe ton cycle, c'est de considérer que le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. On va prendre à peu près 500 vagues sur nous pendant toute notre vie. On a 3 choix face à ces vagues. Le premier, c'est pas vraiment un choix, mais c'est celui qui nous est globalement proposé par la société, c'est de boire la tasse tous les mois. La deuxième, qui est aussi une autre proposition très répandue dans la société, c'est de se mettre sur la berge et puis de plus du tout subir les cycles. Donc ça, c'est quand on prend des contraceptifs hormonaux qui bloquent les cycles. Et la troisième, qui est ma proposition, qui est de surfer la vague. Et pour bien surfer, il suffit de suivre les 4 phases du cycle menstruel. Cette première phase, c'est la phase de prise d'élan. Cette phase-là, elle est socialement plutôt sympathique puisqu'on est dans l'action, donc en général, on est en train de réaliser les projets qu'on a envie de faire. Et on a beaucoup d'énergie. Maintenant que la vague commence à nous porter, ça y est, on peut se mettre debout. Et là, on rayonne, on interagit avec les autres. Là, on ressemble à une espèce de bisounours avec un grand arc-en-ciel qui nous sort du ventre. On a envie d'embrasser tout le monde, de dire oui à tout le monde aussi. Cette phase où on se met debout sur notre planche, c'est la période où on ovule, en fait. Et ensuite, on descend dans le tube de la vague. Le tube de la vague, il est souvent redouté par les femmes, surtout dans notre société, parce que
C'est une période où on va plus pouvoir dire ce qu'on pense. On va plus pouvoir exprimer des choses assez clairement en disant ça me convient, ça me convient pas. Et on va râler aussi potentiellement. Et donc, dans cette période du tube de la vague, on va voir tout ce qui ne va pas. Nous voici arrivés à la dernière phase. On a fini notre session de surf, on est sorti du tube, toutes les hormones redescendent et on a l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir surtout à comment on va prendre notre prochaine vague. Pour Gaëlle, savoir gérer les phases de notre cycle pourrait changer nos vies, car chacune se traduit par une capacité spécifique pour accomplir nos différentes tâches. La connaissance du cycle, ça c'est un vrai outil d'empowerment qui est complètement méconnu. Ça peut améliorer notre performance tout simplement parce qu'on va faire ce pour quoi on est le plus efficace au meilleur moment. Donc, on n'est pas en train de perdre de l'énergie, on n'est pas en train de lutter contre nous-mêmes, et en plus, on fait la meilleure chose pour nous à chaque moment. Donc, effectivement, ça va améliorer nos performances, ça va améliorer notre confiance en nous aussi, et ça va aussi améliorer notre capacité à durer dans le temps. Donc là, moi, mon seul but aujourd'hui, c'est clairement de recréer de la transmission, d'essaimer un maximum pour que toutes les femmes sachent que les règles, c'est quelque chose, le cycle menstruel, c'est quelque chose de positif. Apprendre à positiver les règles, c'est aussi la mission d'Alban. Mais elle a choisi de s'adresser aux plus jeunes avant même leurs premières règles. Caroline, et tu es bonjour, Emilia. Voilà. Alors Emilia, je vais te remettre une étiquette pour bien apprendre ton prénom. Régulièrement, elle organise des ateliers appelés cycle chaud. Alors le cycle chaud, c'est un atelier mère-fille qui est destiné aux jeunes filles, mais accompagnées de leur maman. Et donc le but, c'est de les rassurer sur le sens des règles, de les rassurer sur la venue de ces règles. Ce samedi matin, Alban accueille 11 jeunes filles et leur maman. Je me posais des questions sur la puberté et du coup, moi, elle ne pouvait pas répondre à toutes les questions et du coup, elle m'a trouvé un endroit où m'expliquer. Pouvoir parler de choses sans doute qui n'ont pas été expliquées pendant mon enfance à ma fille. Quand on veut une amie, les mamans aiment bien que leur fille ait accès à cet atelier avant l'entrée en 6e, ça arrive souvent. Et puis, il faut bien constater qu'il y a de plus en plus de puberté précoce et que donc du coup, les jeunes filles peuvent arriver tôt avec déjà des signes de puberté. C'est pour ça que je vous en ai donné deux. Face à un public aussi junior, Alban commence par le B.A.B.A., un cours d'anatomie féminine sur un utérus géant. Le lieu du grand rendez-vous, les trompes utérines droites. Margot, vas-y. L'hôtel de luxe. L'hôtel de luxe. Et le mot, est-ce que tu peux nous lire l'autre? Muqueuse utérine. Muqueuse utérine. Alors c'est où cet hôtel de luxe? C'est dans tous les trucs violets là. Ouais. Et effectivement, l'hôtel de luxe, vous voyez, c'est toute cette partie que vous voyez ici à l'intérieur de l'utérus. Et bien souvent, les femmes ne savent pas nommer ce qu'il y a à l'intérieur de leur corps. Elles ne connaissent pas. Et c'est déjà de les nommer, ça leur donne vie, ça leur permet de comprendre que cette scène de la vie, elle est bien présente là dans votre corps. Toute la journée, Alban explique aux petites filles le fonctionnement du corps féminin. Mais on est loin du cours traditionnel de SVT. Il y a du sang qui va affluer ici dans cet hôtel de luxe, dans l'utérus. Et le sang va emporter, en s'écoulant, toutes ces richesses qui ont été préparées par le service traiteur. Vous voyez, au moment des règles, c'est ce qui se passe. Tout ça est rangé pour recommencer le cycle suivant. Et votre corps, il a cette capacité incroyable, à chaque cycle, de recommencer aussi bien ses préparatifs. À chaque fois, il va tout faire avec la même perfection. On utilise un matériel adapté à une pédagogie qui est ludique. Et donc, elles manipulent, elles vont toucher des choses, elles vont écouter de la musique. Et en fait, elles vont être actrices sur la scène de la vie, ce qui va leur permettre de s'approprier leur corps et de comprendre ce qui s'y passe. On s'amuse et on apprend dans la bonne humeur. Alban en profite pour aborder naturellement des sujets tabous, comme les pertes blanches. Et regardez comment c'est la sève de l'aloe vera. Vous voyez là? C'est visqueux, exactement. Et ça, les pertes blanches, à un moment donné, elles vont devenir beaucoup plus comme ça. Ça, c'est le signe certain que vos premières règles sont très proches. Ça veut dire que 2-3 semaines après, vous aurez vos premières règles. Et après, à chaque cycle, une femme fabrique cette potion magique. Mais comment on appelle ça après? Est-ce que vous savez? Comment est-ce qu'on appelle cette potion magique? On n'appelle plus ça les pertes blanches après. On appelle ça la glaire cervicale. Oula! Parce que c'est fabriqué dans les cryptes cervicales. Vous voyez? Donc, à chaque cycle, une femme fabrique cette glaire cervicale qui ressemble d'abord à la crème Nivea et après qui ressemble à la sève de l'aloe vera. L'atelier se termine par un temps sans les mamans
L'occasion pour les filles de toucher pour la première fois des serviettes hygiéniques. C'est hyper bizarre. Je ne mettrai jamais ça dans mes culottes. Tu seras obligée. Mais aussi de poser des questions, même les plus simples, en toute liberté. Oui, J'ai une question. Quand on dit que le sang s'écoule, il y a vraiment le train d'avoir du sang qui coule. Oui, c'est vraiment du sang qui s'écoule par le vagin. Et comme le vagin n'est pas fermé par un bouchon, eh bien le sang sort vraiment et se retrouve où? Dans la culotte. Mais du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Eh bien la quantité de sang, c'est ça. Je vous ai apporté ce petit flacon pour que vous rendiez compte de la quantité de sang qui s'écoule. Non, c'est de l'eau avec un colorant rouge. On l'a dit, mais... Ouais, c'est en quelque sorte. Et ça, c'est la quantité de sang qui s'écoule pendant les 5 jours de règles. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Bah, c'est pas en une fois du tout. C'est pas en une fois. Pendant 5 jours? Non, c'est sur 5 jours. À la fin de l'atelier, mère et fille repartent avec plus d'infos et moins de gêne. Au début, j'avais aucune envie d'y aller. Puis après, maman m'a un peu forcée. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était super. Je trouvais que c'était un moment assez extraordinaire, un peu à part, parce qu'on prend rarement le temps de partager ces sujets, enfin d'en parler, de les partager, et que ça soit fait sans tabou, avec beaucoup de simplicité, de douceur et de bienveillance. C'est pas mal de joie. Je trouve que c'est quand même un sacré cadeau qu'on s'offre toutes les deux, en fait. On leur a donné beaucoup d'informations, mais en fait, elles vont en retenir que quelques-unes. Elles vont peut-être juste retenir que c'était beau, ou alors que c'était joyeux. Mais après, il faut qu'elles revoient tout ça avec leur maman. Mais j'espère que oui, elles vont être plus sereines par rapport à l'arrivée de leur première règle. Ça, je pense qu'elles ont compris que c'était quand même un moment heureux, que c'était une bonne nouvelle. Pour Alban, préparer les futures générations à accueillir leurs règles comme un cadeau, c'est la clé pour briser définitivement le tabou. Et pour la journaliste Élise Thiebaud, l'urgence, c'est d'éradiquer la honte. Eh bien, à partir du moment où on n'a plus honte de soi, on a une conscience de sa propre dignité. Ça vous rend légitime de pouvoir briser le tabou des règles. C'est une révolution parce que ça va, si ça se poursuit, changer complètement le regard que les femmes ont sur elles-mêmes. Parce que assumer ses règles, voire en être fière, c'est envisager librement sa féminité, son identité. C'est aussi l'occasion pour toutes les femmes de se réapproprier leur corps et de transformer en force ce qui a été si longtemps considéré comme une faiblesse. Ce rêve paraît aujourd'hui accessible. Le 11 février 2020, 2 députés ont rendu public un rapport pour déconstruire les tabous autour des règles. Quelles mesures découleront de ce rapport? Nous ne le savons pas encore. Mais peut-être que dans un futur pas si lointain, toutes les femmes pourront dire « Vive les règles !»